Chers collègues, je vais vous parler de la gestion de la maladie coronaire dans l'insuffisance rénale chronique pendant ces prochaines 10 minutes. Et cette présentation se base surtout sur l'étude Ischemia CKD qui a été publiée à New England Journal il y a à peu près 4 mois. Donc, nous connaissons que la maladie coronarienne, c'est la première cause de morbidité et de mortalité chez les patients qui présentent une insuffisance rénale chronique de tout stade. Et puis, nous savons aussi que finalement, les risques d'une complication périprocédurale, la procédure peut être une coronarographie avec pose de stent ou ça peut être un pontage aortocoronarien. Donc, les risques de complications de toutes ces procédures qui sont associées à la révascularisation est quand même particulièrement élevé dans cette population. Et malheureusement, jusqu'à récemment, nous n'avions pas beaucoup d'évidence solide parce que la plupart des études randomisées contrôlées avaient exclu les patients avec une insuffisance rénale chronique et surtout une insuffisance rénale chronique avancée. On avait à disposition jusqu'à récemment deux études. La première a été faite par Mansky, elle a été publiée à Lancet il y a presque 30 ans en arrière. C'était que 26 patients qui étaient tous des candidats à la greffe, la plus grande partie d'eux dialysés. Ils ont été randomisés en deux groupes, traitement invasif ou traitement médicamenteux seulement. Et il y avait un grand bénéfice de la révascularisation sur cette petite étude de 26 patients. Par la suite, on a eu l'étude Courage, ça c'était une très grande étude dans la population générale, mais qui a aussi inclus quelques patients avec insuffisance rénale chronique. Et là, vous voyez, cette étude Courage était globalement négative, mais ici, vous voyez que pour les 320 patients qui avaient une insuffisance rénale chronique, il n'y avait pas de différence par rapport au décès, aux infarctus ou à l'incidence d'insuffisance cardiaque nouvelle entre les patients révascularisés et les patients qui ont reçu seulement un traitement médicamenteux. Néanmoins, cette étude avait inclus que 16 patients avec une insuffisance rénale chronique avancée et aucun dialysé. C'est pour cette raison-là que l'étude Ischemia CKD a été développée. Cette étude a inclus des patients avec une insuffisance rénale sévère, donc une clairance inférieure à 30 ml/min ou des patients dialysés. Les patients devraient avoir une ischémie myocardique modérée ou sévère à un test fonctionnel, et puis ils devraient être adultes. Par contre, les patients avec une insuffisance cardiaque à FEVG diminué, une maladie du tronc commun, un niveau sévère d'angor malgré un traitement médicamenteux maximal, ou les patients qui avaient fait un infarctus pendant les 2 mois qui précédaient leur inclusion ne pouvaient pas finalement participer à cette étude. Donc, nous avons une population avec une maladie coronarienne essentiellement stable qui doit avoir quand même une ischémie au moins modérée, comme elle est identifiée à des tests fonctionnels. Et vous avez ici les critères. C'était soit des PET ou des scintigraphies, soit des échos de stress, soit des IRM de stress. Mais il y avait aussi un pourcentage de patients qui ont eu finalement les tests d'effort classiques avec les critères électrocardiographiques. Il y avait 2 bras, le bras invasif. Les patients qui étaient randomisés dans ces bras-là devraient avoir une coronarographie dans les 30 jours. Et puis, en fonction de la sévérité de la maladie coronarienne, ils pourraient procéder à une pose de stent qui pourrait se faire pendant la même séance ou plus tard, le plus vite possible, ou éventuellement, si la maladie est très complexe, les patients pourraient bénéficier ultérieurement d'un pontage aortocoronarien. Les traitements conservateurs, par contre, étaient l'autre bras, et là, on commençait d'abord avec les traitements médicamenteux, il n'y avait pas de coronarographie prévue d'emblée,
Et on faisait une coronarographie que chez les patients chez qui, finalement, le traitement médicamenteux avait échoué, c'est-à-dire des patients qui avaient des symptômes d'angor très sévères, ou finalement des patients qui développaient une insuffisance cardiaque ou qui faisaient un infarctus. Donc, les algorithmes étaient vraiment très stricts. Là, vous voyez qu'en fonction du degré de la gravité, 50 ou 80% de sténose, il y avait un protocole de faire du FFR à ces patients-là ou pas. Donc, ça, c'est pour les bras invasifs. Et puis, les traitements médicamenteux aussi, il avait 3 piliers, un traitement anti-angineux, un traitement des statines surtout, et puis un traitement antihypertenseur, avec des objectifs quand même très poussés. Vous avez le LDL moins qu'un 8 ou la tension systolique moins que 130. Évidemment, les patients qui étaient randomisés dans un groupe invasif devraient aussi suivre ces traitements médicamenteux que vous voyez ici. Donc, le premier outcome, c'était un composite de décès de toute cause ou un infarctus non fatal. Et puis, il y avait encore un outcome secondaire qui comprenait les décès, les infarctus du myocarde, les hospitalisations pour un angor instable, pour une insuffisance cardiaque ou pour un arrêt cardiaque qu'on a pu récupérer. Et comme il s'agit des patients qui ont quand même une maladie rénale avancée, nous savons tous, la crainte principale, c'est de les précipiter vers la dialyse. Donc, il y avait un critère de sécurité qui était la dialyse. Et puis, il y avait également, qui dit dialyse, dit finalement probabilité élevée de décès. Donc, il y avait un composite qui avait ensemble la dialyse ou les décès. Donc, cette population-là, ils avaient un âge médian de 63 ans et la moitié de patients étaient entre 55 et 70 ans. Et puis, 69% c'était des hommes. Et l'ischémie sévère, c'était 38% des cas. Le reste, 62%, c'était de patients avec une ischémie modérée. 57% des diabétiques. Ça, c'est assez exceptionnel, par contre. 53% dialysés. Donc là, on étudie une population qui est systématiquement exclue par les autres études. Et puis ceux qui n'étaient pas dialysés avaient un EGFR médian à 23 ml/min par 1,73 m². Donc, ils ont d'abord examiné 802 patients pour finalement randomiser 777. Dans les bras invasifs, on avait 388, 389 dans les bras conservateurs. Et puis, une survie et un follow-up médian qui était de 2,1 et 2,3 ans respectivement dans les deux groupes. Il y avait très peu de patients qui ont été perdus de vue, 5 et 3 respectivement, et puis il y avait pratiquement aucun qui avait quitté l'étude pendant sa durée. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ce patient, finalement? Donc, vous voyez, le premier, c'est le bras qui a été révascularisé, qui était dans le groupe invasif. Donc là, vous avez un 85% qui a la coronarographie, donc pas tous finalement. Il y avait quand même 1 sur 6 chez qui les médecins finalement n'ont pas fait la coronarographie dans les 30 jours qu'on prévu. Les autres l'ont eu quand même à 7 ans, comme vous le voyez ici. Mais, surprise, il y a moins que la moitié de ces patients-là, un peu plus que la moitié, à peu près 50%, qui ont été révascularisés finalement. Donc, il y avait quand même 30 sur 4,25, donc un peu moins que la moitié, qui ont eu une coronarographie et puis qui finalement n'ont pas eu de révascularisation, la plupart d'entre eux parce que la maladie était jugée peu sévère ou il y avait une prédominance des maladies des petits vaisseaux. Dans les gras conservateurs, par contre, vous avez un tableau un peu linéaire ici. Vous avez la fréquence de la coronarographie qui augmente au fil du temps. Finalement, il y a 30% quand même qui ont été coronarographiés. Et là, les 2/3 ont finalement bénéficié d'une révascularisation. Donc, on ne compare pas révascularisation
c'est tout le monde versus révascularisation chez personne, parce qu'une telle étude n'est pas éthique et n'est pas réalisable. On compare une révascularisation précoce versus une révascularisation si nécessaire, finalement. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est l'outcome primaire, donc décès ou infarctus, et il n'y a aucune différence. Ça, c'est l'outcome secondaire. Là, vous avez les infarctus, les décès, mais aussi les hospitalisations pour un corps instable, pour insuffisance cardiaque ou pour arrêt cardiaque ressuscité. Et là, il n'y a aussi aucune différence. Si vous examinez les infarctus, tout simplement, et vous les répartissez en deux groupes, les infarctus qui ne sont pas liés à la procédure et les infarctus périprocéduraux, là, vous avez un petit avantage qui n'arrive pas à être significatif du traitement invasif pour les infarctus traditionnels, mais au contraire, il y a un peu plus d'infarctus périprocéduraux avec la révascularisation précoce. Les AVC, là vous voyez qu'il y a plus d'AVC dans la population qui a été révascularisée précocement. Et puis, ici, c'est la dialyse. En examinant les courbes, on a l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de dialyse au début, mais finalement, au bout de 2 ans, il n'y a plus de différence et ce n'est pas statistiquement significatif. Et si on veut examiner si cette tendance à l'augmentation de l'incidence de la dialyse pendant les premiers 2 ans s'est traduite à un excès de mortalité, on examine cet outcome composite où on regarde s'il y a plus de décès ou dialyse ensemble. Là, il n'y a pas de différence non plus. Si on examine les différents sous-groupes, diabétiques, patients avec ou sans SANGOR, patients avec un traitement optimal d'emblée, dialysés ou pas dialysés, ou degré d'ischémie de base, là, vous avez peut-être un signal qui est pour les degrés d'ischémie. Pour tous les autres sous-groupes, il n'y a aucune différence. Pour les ischémies, ce n'est pas significatif, mais on a l'impression que ceux qui ont une ischémie sévère pourraient peut-être bénéficier davantage d'une révascularisation précoce. Néanmoins, c'est une étude essentiellement négative qui montre qu'on n'a pas de bénéfice si on révascularise précocement ces patients-là avec une maladie coronarienne stable, mais attention, ces résultats ne s'appliquent pas à la population qui n'a pas été étudiée, c'est-à-dire les patients qui étaient très symptomatiques d'emblée, qui avaient une insuffisance cardiaque avec une FEVG abaissée ou qui avaient un infarctus récent. Gardons en tête que peut-être quelqu'un qui a quand même un test fonctionnel qui montre une ischémie sévérissime pourrait peut-être bénéficier d'un traitement précoce, donc à examiner au cas par cas. Et il reste quelques questions quand même qui ne sont pas répondues par cette étude. On ne connaît pas encore quel est le vrai impact d'un infarctus périprocédural versus un infarctus non périprocédural. Est-ce que c'est le même impact plus tard sur le développement de l'insuffisance cardiaque, par exemple, ou sur la qualité de vie, ou sur les symptômes d'ANGOR? En tout cas, selon l'outcome secondaire que je vous ai montré, qui inclut tous ces paramètres ensemble, il paraît qu'il n'y a pas tellement de différence. Donc, on peut conclure que les traitements médicamenteux que nous avons en disposition en 2020 est a priori la stratégie de choix chez cette population-là, mais si on a besoin d'aller vers la révascularisation parce qu'on n'a pas un contrôle suffisant de symptômes, on peut toujours le faire sans induire plus de dialyse finalement dans cette population. Je vous remercie pour votre attention.